Une soirée tardive d'automne. Nicolas, frissonnant de froid et se frottant les épaules, se blottissait dans la minuscule pièce du gardien du cimetière. Par un caprice du destin, ce lieu sinistre était devenu son premier poste de travail dans une petite ville provinciale. Toute la journée, il se rassurait en se disant « Qu'est-ce qu'il y a de si spécial ici ? C'est juste un travail de gardien ordinaire. Et il n'y a personne de particulier à surveiller, les morts ne se lèveront pas et ne courront pas comme sur un terrain de football. » La caméra de surveillance n'était installée que pour dissuader les sans-abri qui apparaissaient de temps en temps, essayant de trouver quelque chose à récupérer. C'était une journée ordinaire de semaine. Il y avait peu de personnes désireuses de rendre visite aux défunts, rien ne perturbait le silence du cimetière. La journée est passée. Quand il fera nuit, je mettrai une comédie sur mon téléphone pour ne pas avoir peur, planifiait Nicolas. Mais peu importe combien il se convainquait, plus la soirée approchait, plus il ressentait de l'anxiété et de la peur. Et quand il commença à faire sombre, tout en lui se mit à trembler et son cœur battait comme un oiseau enfermé dans une cage. Lorsque la nuit s'installa encore davantage, ses mains tremblaient déjà à cause d'un pressentiment oppressant. Son intuition ne l'avait pas trompé. Soudain, il remarqua un silhouette d'homme qui se penchait au-dessus d'une tombe, tenant un bouquet de roses. La visibilité était déjà faible, seule la lumière faible d'un réverbère éclairait la scène sombre. Mais Nicolas remarqua que le visiteur n'était certainement pas un sans-abri, ses vêtements n'étaient pas pauvres et il ne semblait pas être du genre timide, étant donné qu'il était venu au cimetière à cette heure-ci. Et qu'est-ce qui l'a amené ici si tard ? Se demanda le jeune homme, perplexe de la tournure des événements. Après avoir resté un moment près de la tombe, l'homme fit quelques pas d'un côté à l'autre, toucha du doigt une photo usée par le temps, puis sembla se préparer à partir. Soudain, une ombre vêtue de blanc surgit derrière lui. À côté de la tombe où il se tenait, une autre ombre blanche apparut, puis une autre et encore une autre. Les silhouettes en blanc se cachaient derrière les tombes et en surgissaient. L'homme, qui n'avait pas eu le temps de s'éloigner de la tombe, s'agrippa le cœur. Ensuite, on entendit 2 coups sourds. C'était la dernière chose que Nicolas vit et entendit. Une seconde plus tard, l'ombre en linceul avec un masque de la mort à la place du visage se trouvait à côté de sa petite pièce, à seulement quelques centimètres de lui. « Ah !» s'écria le gardien. Une peur glaçante lui coupa le souffle. Nicolas sortit en courant de la pièce et courut de toutes ses forces. Il passa les portes du cimetière et se retrouva sur la route. Il avait oublié son téléphone dans la pièce, donc il ne pouvait pas appeler un taxi. L'homme était tellement effrayé qu'il faillit se jeter sous les roues de la première voiture qui passait. « Tu es fou ? Tu as perdu la tête ? Tu as oublié tes yeux à la maison ? C'est pas normal !» cria le conducteur qui avait à peine eu le temps de freiner. « S'il vous plaît, aidez-moi. On me poursuit. Emmenez-moi au centre-ville. » supplia Nicolas. « Non, je ne vais pas me mêler de ça. Dégage d'ici, » répondit le conducteur. « Non, ce n'est pas criminel. Je suis poursuivi par mes propres peurs. S'il vous plaît, je paierai le double du prix, » plaida Nicolas. « Espèce d'idiot. Bon, monte, je suis d'humeur généreuse aujourd'hui. Mais à double tarif, comme promis, » dit le conducteur. Nicolas savait que son portefeuille était toujours dans la poche intérieure de sa veste. Tout au long du trajet, l'homme ne pouvait pas se calmer, il tremblait légèrement. Il gardait ses mains contre lui car elles tremblaient comme les dernières feuilles dans le vent d'automne. Heureusement, le conducteur s'est révélé compréhensif, il n'a pas voulu s'embarrasser avec un anormal et n'a pas posé de questions inutiles. Il jetait juste occasionnellement des regards étonnés dans le rétroviseur sur cet étrange homme encore assez jeune, effrayé comme s'il était poursuivi par 1000 démons. Enfin, Nicolas était chez lui. Il prit une douche chaude et s'allongea sur le canapé sous une vieille mais très confortable couverture. Ce n'est qu'après une demi-heure qu'il sentit ses mains et ses jambes cesser de trembler.
De l'extérieur, cela peut sembler étonnant, voire ridicule, qu'un homme adulte en bonne santé, dans la trentaine, ait peur des défunts, des cimetières et de tout ce qui est lié à la mort. Seul Nicolas connaissait la vérité à ce sujet. Il la connaissait par cœur, depuis son enfance, et il n'arrivait toujours pas à surmonter cette peur. Quand il était petit, sa grand-mère lui disait souvent « Regarde, Nicolas, si tu n'écoutes pas les adultes, la méchante sorcière vous emportera. » Nicolas s'imaginait vivement cette scène, tellement qu'elle s'était ancrée à jamais dans sa tête. Les autres enfants se contentent de rire de ce personnage de conte de fées, mais Nicolas, lui, a autant peur de la méchante sorcière que du feu. Quand sa grand-mère est décédée paisiblement dans son sommeil, Nicolas avait 8 ans. Couvert d'un drap blanc, ils la sortirent du hall. À ce moment-là, le garçon était justement sur l'escalier. Soudain, à cause d'une légère brise, le coin du tissu glissa vers le bas et Nicolas vit le visage blanc et inanimé de sa grand-mère aux lèvres bleues. À partir de ce moment-là, la peur de la mort s'installa définitivement dans l'âme de l'enfant. Les camarades d'école de Nicolas, connaissant sa faiblesse, inventaient délibérément et racontaient des histoires effrayantes sur les défunts et le cimetière. « Eh bien, Nicolas, tu as déjà fait dans ton pantalon ?» se moquaient ses camarades de classe. Bernard aimait particulièrement se moquer de Nicolas. Ils apprirent aussi la faiblesse du garçon et commencèrent à se moquer de lui, l'histoire se répéta. Et Bernard, le garçon du voisinage, vivait dans le même immeuble que lui et continuait à lui mener la vie dure. « Tu as encore peur ? Tu as grandi et tu as toujours peur que la méchante sorcière t'emporte ?» se moquait Bernard. Le jeune homme ne pouvait rien répliquer en retour, car tout ce que Bernard disait était vrai. Nicolas se souviendra de ce jour pour toujours, car c'est alors que son père lui dit des mots blessants : « J'ai honte de toi, mon fils. Tu es un lâche. » Il faisait de son mieux pour libérer son fils de sa peur obsessionnelle. Il inscrivit Nicolas à un cours d'arts martiaux. Nicolas n'avait pas peur des adversaires et devint l'un des meilleurs élèves de son entraîneur. Il participait à des compétitions et remportait même des places d'honneur, mais sa peur des défunts était toujours présente. Par ironie du sort, des phénomènes liés au monde surnaturel accompagnaient Nicolas dans sa vie. Par hasard, il remarquait un bus avec l'inscription service funéraire ou un cercueil contenant le corps d'un défunt, qu'on chargeait dans un corbillard pour le transporter au cimetière. Tout cela ne faisait qu'intensifier sa peur. Les années passèrent. Maintenant, Nicolas termine l'école. Son père n'avait aucun doute quant à savoir s'il devait envoyer ou non son fils à l'armée. « Bien sûr, tu iras servir. Peut-être que là-bas, enfin, tu deviendras un homme et te débarrasseras de cette folie dans ta tête, » dit son père en le mettant en garde. Le service se passa bien, en grande partie grâce à l'expérience que Nicolas avait acquise en s'entraînant dans le cours d'arts martiaux. Il était en bonne forme physique et n'a pas été victime de brimades. Cependant, le comportement de Nicolas étonnait les supérieurs lorsque cela concernait les exercices de combat et la simulation de combat contre un ennemi. « Et il n'y aura vraiment personne de tué là-bas ? » demanda le jeune homme avec effroi. « Mon Dieu, que racontes-tu ? » « Bien sûr que non, » répondit le commandant. Nicolas a même été soumis à une évaluation psychiatrique en raison de ses propos étranges. Apparemment, ils ont pensé qu'il avait perdu la raison. Mais l'évaluation n'a révélé aucun trouble de la santé mentale chez le jeune homme. De retour chez lui, Nicolas s'est inscrit dans un institut technique et, 2 ans plus tard, il l'a terminé avec distinction, obtenant un diplôme de plombier. Il a trouvé un emploi, car les bons ouvriers étaient très recherchés à l'époque. La vie s'écoulait de manière régulière et paisible jusqu'au jour où il aperçut une fille d'une beauté époustouflante dans sa cour. Des yeux bleus avec de longs cils, des cheveux dorés comme le blé, des lèvres sensuelles, une silhouette élancée. Il s'arrêta et la regarda avec fascination. La fille, remarquant son regard fixe, sourit et passa devant lui. Nicolas resta immobile pendant quelques secondes, en inspirant l'odeur de son parfum. Même maintenant, 15 ans plus tard, il se souvenait de cette odeur,
comme si c'était hier. À chaque minute, l'horrible engourdissement qu'il avait saisi aujourd'hui au cimetière le quittait. Il ne lui venait même pas à l'esprit ce qui se passerait demain lorsque l'on découvrirait qu'il s'était enfui de son poste. La rivière des souvenirs l'avait tellement emporté qu'il avait oublié tout le reste. Son sentiment pour la jeune fille était d'une force incroyable, qui ne s'était pas dissipée jusqu'à ce jour. Auparavant, Nicolas aurait dit « Quelle absurdité, cela n'arrive pas ». Il l'aurait probablement dit si cela ne lui était pas arrivé. Dès le tout premier instant de leur rencontre fortuite, une pensée lui était clairement venue à l'esprit. Cette fille sera à moi, elle sera certainement à moi. Salut, camarade. Nicolas, pourquoi tu restes là, la bouche ouverte? L'interpella l'homme par derrière. C'était Bernard. Comme il avait changé, bien habillé, une apparence professionnelle, une voiture coûteuse. Salut. Tu as l'air incroyable. Où es-tu maintenant et que fais-tu? Demanda Nicolas. Malgré le fait que Bernard se moquait de lui dans son enfance à cause de sa peur des défunts, le ridiculisait devant les autres enfants, Nicolas lui avait pardonné. Il n'était jamais rancunier ni rancunier. Comme il le découvrirait plus tard, à tort. Petite entreprise de construction. Je suis venu rendre visite à mes parents. Et toi, tu vis toujours ici? Demanda Bernard. Nicolas fit signe de la tête et posa à son tour une question à Bernard. Tu ne saurais pas qui est cette fille qui vient de passer dans la cour, par hasard? Demanda l'homme. Je sais, c'est Monique. Elle étudie à l'école normale, elle loue un appartement ici. Serait-ce un coup de foudre, beau gosse? Sourit Bernard. Elle est la plus belle fille au monde. Dit Nicolas avec admiration. Oui, pas mal du tout. Seulement, des filles comme elle, elles prêtent rarement attention à des types comme toi. On ne peut pas les conquérir simplement avec des compliments et des sourires. Elles aiment l'argent, de préférence beaucoup, essaya de refroidir Nicolas Bernard. Comment tu le sais? Je gagnerai sa faveur, je te le promets, déclara Nicolas avec confiance. Eh bien, eh bien. Fonce, Roméo. Répondit Bernard avec un sourire en coin. Le jeune homme ne se doutait pas de la cruelle plaisanterie que lui avait faite sa révélation. Toute la soirée, Nicolas n'était pas lui-même, il pensait sans cesse à cette fille, Monique, et décida que lorsqu'il la reverrait la prochaine fois, il ne la laisserait pas passer. Après avoir rendu visite à ses parents, Bernard, par habitude, voulait rencontrer ses anciens amis de classe. Savoir comment ils allaient. Mais surtout, il voulait se vanter devant eux, montrer à quel point il était devenu réussi. Emportant 2 bouteilles de vodka coûteuses, Bernard se rendit le soir au lieu habituel de rendez-vous avec ses amis d'école. Nicolas n'était pas parmi eux. Il n'a jamais fait partie de ce groupe, car à cause de ses peurs infantiles, tout le monde le considérait un peu étrange. Eh bien, mes amis, on arrose les retrouvailles? Proposa Bernard. Il y avait peu de snacks, donc tout le monde s'est rapidement enivré. Ils ont commencé à se rappeler leurs années d'école et à rire contagieusement. Lorsque le nom de l'étrange Nicolas leur est venu à l'esprit, le rire s'est intensifié. Bernard a raconté sa rencontre avec lui aujourd'hui et, bien sûr, comment Nicolas était intéressé par Monique. Jouons, lui, une blague, comme autrefois dans notre enfance. Je vais faire en sorte que dans 5 jours, cette Monique soit à mes pieds. Avec mon argent et mes perspectives, ce sera très facile. Je la lui enlèverai à ce crétin de Nicolas, et quand je raconterai ces bizarreries, elle ne le regardera même pas, se vantait Bernard. Bernard, est-ce vraiment nécessaire? Eh bien, c'est trop. Peut-être que Nicolas lui plaira et ils vivront ensemble? Et tu ne l'aimes pas vraiment, pourquoi as-tu besoin d'elle? Dit l'un des amis. Pierre, es-tu devenu si moralisateur? Je fais ça par malice. Eh bien, je n'ai jamais aimé ce Nicolas, je n'aime pas les fous. Bon, il faut que j'y aille, dit Bernard.
Les deux, Bernard et Nicolas, ont tenu leur promesse, ils ont tous les deux cherché à conquérir le cœur de Monique. Et elle, bien sûr, n'attendait pas une double approche et hésitait dans son choix. Elle aimait l'authenticité et la tendresse de Nicolas. Ses yeux remplis d'admiration et d'amour étaient indéniablement séduisants. De plus, il savait faire de plaisantes surprises romantiques, décorer l'entrée avec des pétales de rose, chanter une chanson sous sa fenêtre. Ce n'était qu'une partie des merveilles dont Nicolas était capable d'émerveiller. Bernard, quant à lui, était bel homme, surpassant Nicolas en apparence. Un jeune homme sérieux et ambitieux. À 20 ans passés, il était un homme d'affaires établi. Il avait sa propre entreprise qui lui rapportait un bon revenu, avec des perspectives d'expansion. Bernard n'était pas dans les nuages comme Nicolas, il était un travailleur pragmatique. Mais avec lui, c'était solide comme un roc. Du moins, c'est ce que semblait penser Monique. Après tout, elle était plus attirée par Bernard, un homme beau et accompli dans la vie. Bernard avait raison lorsqu'il disait que les femmes préféraient des hommes comme lui. Mais Nicolas ne cédait pas, il pensait qu'il ne lui restait que quelques pas à faire pour conquérir le cœur de Monique. La jeune femme était perplexe, qui choisir entre Bernard et Nicolas? Tout s'est rapidement résolu en une journée. Bernard a réalisé que Monique avait des doutes et a pris un risque. Il a révélé à la jeune femme le défaut de Nicolas, sa phobie obsessionnelle des morts et des cimetières depuis l'enfance. Comme un chirurgien perfide, il a dévoilé le secret de la maladie du patient, mais cela ne dérangeait pas du tout Bernard. L'objectif était fixé, et il fallait le réaliser par tous les moyens possibles. De plus, il n'aimait pas Monique, et toutes ses avances n'étaient que pour humilier Nicolas. Cruel, mais c'était la vérité. Ses parents et ses amis l'ont dissuadé de prendre cette décision, mais Bernard affirmait obstinément. « J'ai fait un pari et je prouverai que j'ai raison. 1000 fois raison. » Eh bien, ensuite, Monique est une jolie fille. Je pense donc que nous nous habituerons l'un à l'autre. Et sinon, eh bien, il n'est jamais trop tard pour se séparer. Monique a réfléchi longuement avant de dire la vérité à Nicolas. Finalement, elle s'est décidée. Tu sais, Nicolas, excuse-moi. Tu es quelqu'un de très bien, mais j'ai choisi un autre homme. Excuse-moi encore. Ces mots ont été un choc pour Nicolas. Il pensait que tout allait bien et ne se doutait pas que Monique avait déjà un autre petit ami. Mais le jeune homme ne voulait pas abandonner et a demandé une dernière chance. Monique, attends, au moins jusqu'à demain. Je te prouverai que tu te trompes et que je suis l'homme dont tu as besoin. D'accord, Nicolas, répondit la jeune femme. Le lendemain, Nicolas a utilisé pratiquement toutes ses économies des 6 derniers mois pour acheter une bague coûteuse et un magnifique bouquet de roses afin de faire sa demande à Monique. Il se dépêchait de rentrer chez lui depuis le magasin, mais soudain, il s'est figé sur place. Depuis un immeuble voisin, on sortait un cercueil avec le corps d'un défunt destiné à être placé dans un corbillard. Le sentiment de peur obsessionnelle avec lequel il n'avait jamais pu composer depuis son enfance a de nouveau envahi Nicolas. Comme si quelque chose s'était brouillé dans son esprit. Il n'a pu se rendre chez Monique que le soir. Il a sonné à la porte pendant longtemps, mais sans succès. Une femme de l'appartement voisin l'a remarqué. Monique est partie aujourd'hui en journée, un jeune homme est venu la chercher en voiture. S'il vous plaît, prenez ceci, Nicolas lui tendit le bouquet de roses destiné à Monique. Merci, c'est inattendu, répondit la femme. Nicolas, perdant tout espoir, rentra chez lui. Il essaya de joindre Monique, mais elle ne répondait pas au téléphone. C'était fini. Il se reprochait d'avoir perdu sa dernière chance de bonheur à cause de ses peurs stupides. C'était probablement son fardeau pour le reste de sa vie. Avec le temps, il apprit que Monique avait épousé Bernard. La même à qui il avait maladroitement révélé ses sentiments pour Monique. Ils eurent un fils. La malveillance de Bernard envers lui ne faisait qu'accentuer sa douleur. Ne t'inquiète pas, mon fils. Tu tomberas à nouveau amoureux, tu te marieras.
Tout ira bien, lui disait son père. Non, père, non. Je suis fidèle à une seule personne, répondait Nicolas. C'est ce que tu penses maintenant, le temps le dira. Que Dieu fasse que tout change, gardait espoir son père. 30 ans s'écoulèrent année après année. La vie de Nicolas se déroulait de manière régulière, monotone. Il avait déménagé loin de son père, travaillait comme plombier indépendant et faisait des petits boulots en tant que gardien. Il ne s'était jamais marié. Il disait que sa seule raison d'être était dans sa vie passée. La peur des morts qu'il avait habité depuis l'enfance ne disparaissait pas, elle progressait avec l'âge. Cela a conduit au développement de migraines. Les médecins étaient unanimes, il fallait se débarrasser de cette phobie définitivement, sinon tout pourrait mal se terminer. Quelqu'un de son entourage lui a suggéré de travailler dans un cimetière. Selon le principe un clou chasse l'autre. Ça n'a pas marché. Cette première et dernière journée de travail l'a prouvé. Il fallait entreprendre quelque chose d'autre. Est-ce vraiment nécessaire? Pourquoi ai-je besoin d'une telle vie? Pourquoi? Se demandait Nicolas sans trouver de réponse. Il sentit ses yeux se fermer et s'endormit. Il eut de la chance, une dépression en pleine expansion fut évitée grâce à son ami de l'armée, Patrick. Il lui proposa un emploi dans sa société de service de plomberie. Les affaires de la société marchaient bien. Bientôt, Nicolas devint l'associé de Patrick, puis son adjoint. Il s'investit complètement dans son travail et ses problèmes personnels furent progressivement relégués au second plan. Un matin, la secrétaire l'appela et dit « Monsieur Lacroix, vous avez un visiteur, l'avocat Gourcuff. » Un avocat? S'étonna Nicolas. Qu'il entre. Au même instant, la porte s'ouvrit et un homme d'apparence distinguée entra, tenant une mallette avec des documents. « Bonjour, je suis l'avocat de Bernard Gerville. J'ai besoin de votre aide, dit l'homme. C'était ce même Bernard qui avait gâché sa vie. Je ne peux rien faire pour vous. Et franchement, je ne veux pas, répondit Nicolas. Dans son esprit, les actions répugnantes commises par Bernard défilaient comme un éclair. Mais toutes ces actions, prises ensemble, n'étaient rien comparées au fait qu'il lui avait enlevé Monique. Non, vous pouvez et vous devez aider. Il y a 3 ans, vous travailliez comme gardien de cimetière. Est-ce exact? Continua l'avocat en posant des questions. Vous me confondez avec quelqu'un d'autre. Je n'ai travaillé au cimetière qu'une seule journée, s'étonna Nicolas. C'est justement ce soir-là qu'a eu lieu une fusillade criminelle. L'un des participants a été tué et mon client Bernard a été accusé, car ils avaient eu des affaires ensemble par le passé. Bernard s'est retrouvé au cimetière par pur hasard, il est simplement venu sur la tombe de ses parents, raconta l'avocat. Et alors? Il fallait prouver son innocence soi-même, essaya de se débarrasser de l'avocat Nicolas. Nous avons essayé de le prouver, mais le tribunal a jugé les preuves insuffisantes. Bernard a été condamné à 10 ans de prison, dont 2 ans qu'il a déjà purgés. Mais nous n'abandonnons pas, nous faisons appel encore et encore. Dites-moi, avez-vous vu le moment de la fusillade? Demanda l'avocat. Je n'ai rien vu, ils étaient tous vêtus de drap blanc et de masques de la mort. Je ne comprends pas pourquoi tout ce simulacre était nécessaire. Probablement pour effrayer. Je n'ai pas supporté cette horreur et j'en suis parti, répondit Nicolas. Dommage, j'espérais avoir votre témoignage. Excusez-moi de vous avoir dérangé, dit l'avocat avec regret et se dirigea vers la porte. Attendez, il y avait une caméra de surveillance là-bas. Il faut vérifier si la cassette a été conservée, se souvint Nicolas. Excellente nouvelle, merci. Se réjouit l'avocat. Ce salaud de Bernard avait encore de la chance, la cassette avait été retrouvée. Et il était clairement innocent du crime. Le procès eut lieu, il fut acquitté et libéré. Lorsque Bernard apprit qui il devait remercier pour son salut, il éclata en larmes comme un enfant.
Peu de temps après sa libération, il se rendit chez Nicolas. « C'est toi? Pourquoi es-tu ici » demanda Nicolas. « Je sais que tu ne veux pas me voir. Mais je veux juste te demander pardon pour tout, » dit Bernard. « Tu peux t'épargner ça, tout cela fait partie du passé. Va retrouver ta famille, nous n'avons rien à nous dire, » répondit Nicolas, à peine maîtrisant ses émotions débordantes. « Je n'ai pas de famille. Monique et moi nous sommes séparés 1 an après notre mariage, et notre fils ne veut rien avoir à faire avec moi. Ils vivent tous les deux seuls. Monique est gravement malade, mais elle est si fâchée contre moi qu'elle refuse même de prendre de l'argent pour son traitement, dit Bernard avec tristesse. Ce soir-là, Nicolas était déjà chez Monique. Il courait en sautant par-dessus 2 marches, comme dans sa jeunesse. La porte fut ouverte par une femme qui avait vieilli et portait les traces de la maladie sur son visage. Mais les mêmes beaux yeux et le même sourire dans lesquels Nicolas était tombé amoureux au premier regard étaient là. Il voulait tellement la guérir qu'il aurait donné tout son argent, tous ses biens et tout lui-même pour qu'elle se rétablisse. Et il y est parvenu. Les soins de Nicolas, la compétence des médecins et le désir de Monique de vivre ont fait leur œuvre. La femme a commencé à aller mieux, mais, comme il s'est avéré, pas seulement elle. Nicolas avait oublié ses peurs de longue date. Le désir de sauver la personne qu'il aimait avait vaincu toutes ses anciennes craintes. Maintenant, Monique était à ses côtés. Maintenant, Nicolas sait avec certitude que les miracles se produisent. Il suffit d'y croire.